Sur l'année 2025, l'or a réalisé des performances exceptionnelles, atteignant même plus 61% au moment où j'enregistre cette vidéo. Avec cette performance, l'or surpasse toutes les classes d'actifs sur cette année et elle a notamment battu tous les plus grands indices d'actions comme le Nasdaq, le S&P 500, le MSCI World et même le Bitcoin. Mais comme vous le savez, à court terme, tout peut arriver. Mais sur le long terme, l'or bat-il réellement les autres classes d'actifs? Est-ce qu'il vous enrichit ou est-ce qu'il maintient uniquement votre pouvoir d'achat? Et même au-delà de ça, est-ce qu'il protège réellement de l'inflation? On entend tout et son contraire sur l'or. Et donc dans cette vidéo, j'ai fait des recherches pour vous et on va regarder les chiffres et les données factuelles pour voir comment se comporte l'or sur le long terme et quelle place il devrait avoir dans votre portefeuille. Donc on va maintenant regarder sur le long terme comment l'or se comporte par rapport à d'autres actifs et notamment par rapport aux actions et on regardera également par rapport au Bitcoin et à un panier obligataire. Donc on se retrouve ici sur le site de Curvo dont vous aurez tous les liens en description bien évidemment pour aller vérifier les graphiques par vous-même si jamais vous y tenez. Et là on voit qu'on compare donc le cours de l'or à celui du S&P 500 depuis février 1992. Donc, ce qu'on voit là, c'est que 10 000 euros investis en février 92 sur le S&P 500 seraient aujourd'hui devenus approximativement 324 631 euros. Ces mêmes 10 000 euros, s'ils avaient été investis sur l'or, à la même époque, seraient devenus 103 138 euros. Donc le constat est sans appel, l'or sous-performe par plus de 3 fois le S&P 500 sur une période d'un peu plus de 30 ans. Ici, on a le même comparatif, mais depuis 2012 et par rapport au Bitcoin. Donc là, bien évidemment, vu la volatilité du Bitcoin, le graphique n'est pas du tout le même. Et donc 10 000 euros devenus investis sur l'or en août 2011 seraient devenus aujourd'hui 22 965 euros, donc un peu plus de x2. Ces mêmes 10 000 euros sur Bitcoin seraient devenus 182 660 700 euros. Donc bien évidemment, Bitcoin surperforme sans commune mesure toutes les classes d'actifs, y compris l'or. Ici, on a le même comparatif avec notre cher CAC 40 français, qui est quand même pas le plus performant des indices. Et malgré ça, on voit que depuis février 91, si on avait investi 10 000 euros sur le CAC 40, ces mêmes 10 000 euros seraient devenus aujourd'hui 127 784 euros. Et s'ils avaient été investis sur l'or, ils seraient devenus 107 443 euros. Donc on n'a pas un gros écart, mais malgré tout, le CAC 40 surperforme également l'or. Le même comparatif ici par rapport au MSCI World, et cette fois depuis décembre 1978. Donc 10 000 euros placés sur un MSCI World à cette époque-là seraient devenus aujourd'hui 998 210 euros. Et ces mêmes 10 000 euros placés sur l'or à la même époque seraient devenus 175 642. Donc encore une fois, presque un x7, x8 d'écart entre le MSCI World et le prix de l'or sur une période de 45 ans. Donc ici, même comparatif cette fois avec le Nasdaq depuis juillet 2007. Donc 10 000 euros placés sur le Nasdaq 100 en juillet 2007 seraient devenus aujourd'hui 155 399 euros. Et encore une fois, ces mêmes 10 000 euros seraient devenus sur l'or 57 773 euros. Donc une performance de quasi x3 du Nasdaq sur les 20 dernières années, grosso modo. Et enfin, on a ce dernier graphique qui démarre lui en septembre 2011 et qui va donc comparer le S&P 500, le cours de l'or et un agrégat obligataire basé aux États-Unis, donc le Bloomberg US Aggregate Bond. Donc là, on voit quand même que sur le long terme, l'or finit par surpasser les obligations US, puisque 10 000 euros investis en septembre 2011 sur les obligations seraient devenus aujourd'hui 15 232 euros et sur l'or 24 023 euros. Donc l'or surpasse quand même le cours des obligations. Mais comme vous le voyez, pendant longtemps, le cours de l'or a sous-performé également le cours des obligations. Et l'or est passé au-dessus du rendement du Bloomberg US Aggregate Bond à peu près à la mi-2023. Donc plus de 10 ans de sous-performance de l'or, même par rapport aux obligations US.
Donc, écoutez, là, par rapport à ce qu'on vient de voir, je pense que le constat, il est clairement sans appel. L'or a tendance à sous-performer les autres classes d'actifs, en tout cas sur le temps long. Ça peut être discutable par rapport aux obligations. Je pense que l'or peut surperformer les obligations. Et encore, ça dépend de quelles obligations on parle et de sur quelle période de temps on regarde. Mais typiquement, ce n'est pas pour aller surperformer les marchés qu'on va aller investir sur l'or. Donc il y a une autre idée reçue sur l'or, c'est que l'or sert uniquement à protéger votre pouvoir d'achat et donc va suivre l'inflation. Donc l'or devrait systématiquement battre l'inflation, mais ne pas trop le surperformer puisque ça sert juste à maintenir votre pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc on se retrouve encore une fois sur Curvo, sur un nouveau graphique, où là en fait on va voir le cours de l'or, la performance de l'or en nominal et sa performance réelle, c'est-à-dire à injuster de l'inflation. Donc là, sur le graphique que vous voyez à l'écran, la période de suivi, elle commence en janvier 2000, mais vous pouvez remonter jusqu'en 1978. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis remonté jusqu'à 1980, 1990 et 2000. Et j'ai également utilisé un simulateur de l'INSEE qui nous permet d'estimer le pouvoir d'achat d'une certaine somme en 1980 à aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite dessus, comme ça je vous montre comment ça fonctionne. Donc en fait, ce simulateur, c'est celui-ci. Donc vous pouvez mettre ici la somme à convertir, donc par exemple 10 000. Vous choisissez la monnaie d'origine, donc moi j'ai mis euros. Donc ça veut dire que l'équivalent de 10 000 euros en année d'origine 1980, ça serait en euros de 2024. Pour avoir le même pouvoir d'achat, il faudrait 32 710,89 euros. Voilà comment fonctionne ce simulateur. Et donc, j'ai fait la simulation pour une année d'investissement, donc 1980, 1990 et également 2000. Et donc, on va aller voir ensemble les résultats. Donc, je vous ai préparé ce petit tableau avec une petite légende. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que sur la première ligne, la ligne en rouge, 10 000 euros investis en 1980, en 1990 et en 2000 pour avoir aujourd'hui, alors à fin 2024 du coup, parce que je ne pouvais pas aller plus loin sur le simulateur de l'INSEE, à fin 2024, pour que ces 10 000 euros aient le même pouvoir d'achat qu'en 1980, 90 ou en 2000, il faudrait respectivement aujourd'hui donc 32 711 euros pour avoir le même pouvoir d'achat que 10 000 euros en 1980, 17 777 euros pour avoir le même pouvoir d'achat que 10 000 euros en 1990 et 14 996 euros pour avoir le même pouvoir d'achat que 10 000 euros en l'an 2000. Sur la deuxième ligne, la ligne bleue, vous avez les performances de l'or en nominal. C'est-à-dire que si en 1980 vous aviez investi 10 000 euros sur l'or, ça vaudrait aujourd'hui 64 182 euros. Donc là, quand on voit ça, on peut se dire, écoutez, c'est chouette, parce que si pour avoir l'équivalent de 10 000 euros de pouvoir d'achat de 1980, il me fallait 32 711 euros, si j'avais acheté 10 000 euros d'or, j'aurais 64 000 euros aujourd'hui, donc je serais bien au-dessus. On verra ça tout de suite après. Pour 1990, donc si vous aviez investi 10 000 euros le 1er janvier 1990 sur l'or, vous auriez aujourd'hui 84 098 euros. Et si vous aviez investi 10 000 euros au 1er janvier 2000 sur l'or, vous auriez aujourd'hui 99 898 euros. Et maintenant, on va s'intéresser à la troisième ligne qui est la plus importante, c'est la performance de l'or ajustée de l'inflation. Donc encore une fois, je me suis bien basé sur le graphique de Curvo et eux, ils se sont basés pour faire leurs calculs sur l'inflation qui a eu lieu en Belgique, puisqu'en fait, les créateurs de Curvo sont belges. Mais on va dire que voilà, je pense que c'est à peu près tous les pays développés en tout cas qui ont eu à peu près la même inflation. Donc on va se baser là-dessus. Et la réalité, c'est qu'en fait, si vous aviez investi donc 10 000 euros au 1er janvier 1980, ajusté de l'inflation, le résultat aujourd'hui serait de 18 370 euros. Ce qui fait qu'en fait, si on le compare à la somme qu'il faudrait aujourd'hui à fin 2024 pour avoir le même pouvoir d'achat, vous aurez une baisse de quasiment 50%. C'est ça que ça veut dire. Donc si vous aviez acheté l'équivalent de 10 000 euros d'or en 1980, vous auriez à aujourd'hui encore, malgré les performances de l'or, perdu à peu près 50% de votre pouvoir d'achat. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez, quand on dit que l'or, c'est un proxy de l'inflation et qui va systématiquement suivre l'inflation et donc protéger votre pouvoir d'achat, là vous voyez que ça dépend des périodes sur lesquelles on regarde, mais déjà sur la première période analysée, on voit que c'est faux et que ça n'a pas toujours été le cas en tout cas.
Si maintenant on passe à la colonne 1990, par contre, on voit que les résultats sont complètement différents, puisqu'en fait, même ajusté de l'inflation, vous auriez aujourd'hui 38 031 euros, alors que pour avoir le même pouvoir d'achat que 10 000 euros en 1990, il vous fallait 17 777 euros. Donc là, au contraire, bah, vous avez doublé même votre pouvoir d'achat. Ce qui veut dire que on fait tomber une deuxième idée reçue. Donc, la première idée reçue qu'on avait à débunker sur ce chapitre, c'était que l'or suivait et surpassait toujours l'inflation. La deuxième idée reçue, c'était que l'or suivait toujours uniquement l'inflation et qu'en fait, 1 kilo d'or, ça restait 1 kilo d'or et que vous ne pouviez pas vous enrichir avec. Bah là, on voit que c'est faux, puisque depuis 1990, donc sur 35 ans, bah vous auriez doublé votre pouvoir d'achat si vous aviez investi sur l'or. Et on va voir que c'est encore plus important si vous l'aviez fait depuis les années 2000, puisque là, la performance de l'or ajustée de l'inflation, c'est 55 594 euros, alors que pour avoir le même pouvoir d'achat que 10 000 euros en l'an 2000, il vous faudrait seulement 14 996 euros. Donc là, vous avez quasiment multiplié par 4 votre pouvoir d'achat. Donc en fait, on voit déjà que les idées reçues sont complètement fausses. L'or ne bat pas toujours l'inflation, ça dépend toujours des périodes qu'on analyse. Et à l'inverse, l'or peut carrément surpasser l'inflation et vraiment enrichir son détenteur, contrairement à ce qu'on croyait, puisque selon les périodes analysées, bah, vous pouvez faire de x2 à quasiment x4 sur votre pouvoir d'achat. Donc là maintenant, on a vu que l'or sous-performait la plupart des autres classes d'actifs. On a vu qu'en fonction des périodes analysées, l'or pouvait aussi sous-performer l'inflation ou la surpasser largement. Bah, du coup, pourquoi est-ce qu'on investit sur l'or? Ça sous-performe les autres classes d'actifs, ça bat pas systématiquement l'inflation. Moi, je pense, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, que c'est parce que du coup, c'est moins volatile, et du coup, ça va peut-être venir diminuer la volatilité de votre portefeuille. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc encore une fois, on se retrouve sur Curvo, sur un graphique qui nous montre la volatilité de l'or. Donc encore une fois, vous aurez les liens en description, bien évidemment. Et donc on voit que ce graphique qui démarre en 78, en décembre 78 exactement, et on voit qu'on a eu en fait un énorme bear market sur l'or qui nous a emmené même jusqu'à l'an 2000 quasiment, où l'or a fait moins 54%. Et il a retrouvé ses plus hauts uniquement en janvier 2008 ou en octobre 2007. Donc en gros, là, ce qu'on nous dit, c'est que l'or, il est resté dans le trou pendant 25 ans. 25 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait acheté en 1980, il serait repassé positif en 2008. Fallait avoir les nerfs solides, quand même, je peux vous le dire. Ou pas regarder le cours tous les jours, sinon vous auriez pas Nixel depuis un beau moment. Mais vous voyez, quand on pense que l'or n'est pas volatile, il a quand même fait moins 54% sur une période allant des années 80 à 2000. Et bien maintenant, on va aller regarder quelle est la volatilité des autres classes d'actifs à laquelle on les a comparées. Donc pour ne pas perdre trop de temps à chaque fois sur les graphiques, je vous ai fait une petite slide qui récapitule tout ça. Alors bien évidemment, on n'a pas du tout la même période d'investissement, puisque le Bitcoin il commence pas en 1980, le Nasdaq non plus. Mais je suis allé au maximum des périodes que je pouvais analyser sur Curvo. Donc sur la période d'analyse qui va de 2007, je crois, à 2025 pour le Nasdaq a fait moins 43,4% au maximum. Moins que l'or. Vous vous rendez compte? Le Nasdaq, qui est certainement l'indice le plus volatile qui existe aujourd'hui, a eu un max drawdown inférieur à celui de l'or. Le S&P 500 lui a fait moins 60,2%, donc là on est un peu au-dessus de l'or, mais honnêtement pas beaucoup. Le MSCI World, quant à lui, moins 55,7%, donc pareil, un petit peu plus que l'or, mais voilà, c'est quand même très peu. Et le Bitcoin, quant à lui, quasiment moins 77%, donc là, bien évidemment, on est bien plus volatile que l'or. Mais vous voyez quand même que l'or, avec ses moins 54%, il est quasiment ISO à ceux des grands indices boursiers que l'on connaît. Ce qui veut dire que, encore une fois, c'est pas pour son manque de volatilité qu'on va aller investir sur l'or. Donc si on reprend depuis le début de cette vidéo, on va pas investir sur l'or pour surperformer les autres classes d'actifs parce que ça n'est pas le cas. On va pas investir sur l'or pour potentiellement surperformer l'inflation
puisque sur certaines périodes, ça n'a pas été le cas. On va pas non plus investir sur l'or parce qu'il est moins volatile que les autres classes d'actifs, puisqu'on vient de voir que ça n'est pas le cas. Mais du coup, pourquoi est-ce que diable on investit sur l'or? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vous retrouve maintenant sur une étude de Wisdom Tree, qui est donc un gestionnaire de portefeuille et qui est intitulé Le rôle de l'or dans un portefeuille et qui date de septembre 2025. Et donc, c'est grâce à eux qu'on va nous révéler pourquoi les gens investissent dans l'or et vous allez voir que c'est relativement compréhensible. Donc, on va avoir la révélation de pourquoi les gens investissent sur l'or tout de suite dans cette partie 1. Je vais bien évidemment pas vous lire toute l'étude et encore une fois, comme d'habitude, vous aurez les liens en description pour ceux qui veulent tout consulter et aller plus loin. Je trouve qu'elle est quand même très bien faite cette étude et qu'elle est très intéressante, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'or présente de solides caractéristiques défensives. Le cours de l'or a tendance à s'apprécier en période de crise financière, de ralentissement économique et de choc géopolitique. Les actions se comportent de manière inverse. Elles ont tendance à chuter lors de crises financières dans les premières phases de ralentissement économique et sont parfois vulnérables aux chocs géopolitiques. Historiquement, l'or enregistre de bonnes performances durant les crises du marché des actions. L'or a offert des performances positives durant 15 des 20 trimestres les moins performants du S&P 500. Concernant les 5 trimestres restants, l'or a enregistré de meilleures performances que le S&P 500 durant 4 trimestres. Le seul trimestre au cours duquel l'or est tombé plus bas que les actions est le T3 de 1975 et est survenu un an après plusieurs augmentations anormales du cours de l'or. Une augmentation de 72% a eu lieu en 1974, suivie d'une correction à la baisse de 24% en 1975. Donc comme vous le voyez, en fait, à chaque fois que le S&P 500, donc que les actions de manière générale vont mal, l'or a tendance à bien se comporter la majorité du temps. Et c'est ça en fait que les gens vont aller chercher en investissant sur l'or. C'est une corrélation inverse au marché des actions. Mais on va voir un peu plus loin que l'or n'est pas seulement inversement corrélé aux actions, mais aussi à d'autres classes d'actifs. Donc là, sur ce graphique, on voit déjà la performance des actifs lors des différentes phases du cycle économique avec l'or et l'argent. Donc on a 4 cycles économiques, on a la récession profonde, la récession modérée, l'expansion modérée et l'expansion solide. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'or surperforme toutes les classes d'actifs en période de récession profonde. Par contre, l'or va sous-performer légèrement les actions en période de récession modérée et en période d'expansion modérée et d'expansion solide, l'or va également sous-performer les actions. En revanche, on voit que l'or surperforme quasiment tout le temps, dans chaque cycle économique, toutes les obligations. On a les obligations souveraines américaines, les obligations souveraines européennes et les obligations d'entreprise des États-Unis et de l'Union européenne. On voit que, hormis en période d'expansion modérée, l'or surperforme systématiquement les obligations. Et donc, bien évidemment, l'or va sous-performer les actions en période d'expansion. Mais du coup, c'est bien le fait que l'or surperforme toutes les autres classes d'actifs en période de récession profonde qui est intéressant. Ici, on voit que Wisdom Tree nous a apporté un graphique du cours de l'or versus l'inflation américaine. Et on voit quand même que globalement, ce sont des données qui se suivent quand même plutôt bien. Même si ça s'arrête en 2021 et que donc on n'a pas le dernier rallye haussier de l'or, mais on voit qu'il pourra bien correspondre du coup au rallye de l'inflation qui a eu lieu en 2021 sur l'inflation américaine. Et donc ici on nous dit que l'or présente une faible corrélation avec les actifs traditionnels. Donc comme vous le voyez sur la dernière ligne de cette matrice de corrélation, vous avez l'or et vous n'avez pas une seule case qui est en rouge. On voit que les actifs avec lesquels l'or est le plus corrélé, ce sont les matières premières diversifiées et les obligations d'entreprise aux États-Unis. Malgré tout, les matières premières diversifiées, donc c'est la famille d'investissement à laquelle l'or est le plus corrélé, et vous avez une corrélation de 0,37, ce qui est quand même très raisonnable. Et on voit que l'or est vraiment très peu corrélé à toutes les autres classes d'actifs. Et donc, c'est vraiment pour ça, en fait, que les gens investissent sur l'or. C'est
pour que ce dernier serve d'amortisseur en cas de crise économique, de récession ou d'incertitude géopolitique. On sait que l'or aime bien ces périodes-là. Et comme aujourd'hui, si vous cherchez de la performance, la majorité de votre portefeuille doit être constitué de produits en bourse, d'actions notamment, et ben avoir une partie en or sur votre allocation patrimoniale va permettre en fait que quand vos actions vont se casser la figure en période de crise, la partie de votre portefeuille qui est en or, elle va performer et donc va réduire la volatilité maximale de votre portefeuille. C'est exactement ce que je cherchais à vous faire comprendre grâce à mon outil que vous pouvez trouver en description, qui est donc une matrice de corrélation pareille, qui va vous permettre en fait de simuler la diversité de votre portefeuille et de voir comment votre portefeuille va se comporter sur différents scénarios économiques et également voir la matrice de corrélation de certains actifs par rapport à d'autres. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un outil que j'ai créé moi-même, qui est disponible, c'est le premier lien en description, et c'est vraiment le but de voir si vous êtes suffisamment diversifié et comment va se comporter votre portefeuille dans telle ou telle situation. Voilà, donc vous savez maintenant pourquoi les investisseurs investissent sur l'or et en mettent une partie au moins dans leur portefeuille. C'est vraiment pour servir d'amortisseur et notamment en cas de crise, puisque l'or va très souvent réagir de manière inversement corrélée à la plupart des autres classes d'actifs. Et donc, il va servir d'amortisseur à votre portefeuille global. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est le meilleur amortisseur qui existe? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo que je vais sortir. Donc je vous invite à bien vous abonner et à bien activer la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et j'espère justement vous retrouver sur d'autres prochaines vidéos pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine.